La France et sa culture de l'alcool. On peut dire qu'on est pas mal réputé pour ça. Cependant, est-ce que vous savez ce que vous buvez? Salut à tous, moi c'est Edfan et aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire d'un alcool, le gin. Beaucoup d'entre vous pensent que le gin provient de Grande-Bretagne. Et c'est normal, c'est eux qui ont popularisé ce breuvage. Vous connaissez sûrement le Beefeater et le Bombay Sapphire. Mais revenons bien avant l'existence de ces marques jusqu'à l'origine de la boisson. Le gin provient à la base de l'utilisation des baies de genièvre. Durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, on préparait de l'huile de cad avec ces baies, où elles étaient simplement consommées en infusion. Cela permettait de prévenir des maux d'estomac, des maladies du foie et des reins et de lutter contre l'asthme. La légende stipule que celui qui croquera chaque jour dans une baie provenant d'un genévrier sera épargné par la maladie. C'est pourquoi au XIVe siècle, lors de la peste noire, beaucoup d'élixirs à base de genièvre furent créés pour prévenir du fléau. Un peu plus d'un siècle plus tard, en 1495, c'est chez nos chers amis des Pays-Bas, un pays où on aime beaucoup les plantes et les baies. Ouais, bon, je disais, c'est chez nos chers amis des Pays-Bas que l'on date la plus ancienne recette de gin. Les Hollandais ont utilisé le procédé de distillation du XIIe siècle, provenant lui du monde arabe, en y ajoutant des baies de genièvre. Et bim, vous voilà avec du gin. Eh bien non, pas tout à fait. En tout cas, ce n'est pas le gin qu'on connaît aujourd'hui. Tout bascula pour notre petit gin au XVIe siècle, lorsque le docteur Sylvius, médecin et anatomiste allemand, qui résidait alors en Hollande, améliora la formule et créa le Moutwin. C'est un vin de céréales distillé aromatisé aux baies de genièvre. C'est donc durant la guerre de 80 ans que la reine Elisabeth Ier envoie des soldats pour contenir la révolte hollandaise protestante. Et qu'est-ce qu'ils découvrent sur le terrain? Le fameux Moutwin. Cette boisson procure un grand courage aux Hollandais, disait-il. Ils ont été très séduits par le genévre de l'époque et leur réflexion fut de courte durée. On prend le tout. Voilà que les Anglais ramènent le gin à la maison. L'importation du gin hollandais prend fin au XVIIe siècle lorsque le gouvernement anglais de Guillaume II d'Orange interdit l'importation des eaux-de-vie. Cette action favorise alors la production d'alcool national. Cela permet à chaque citoyen de produire son propre gin. Le gin anglais devient donc très populaire auprès de la classe ouvrière. Un peu trop à mon avis. Car plus de 7000 commerces vendent du gin durant la période dénommée la folie du gin. Pour une production de plus de 37 millions de litres par an, et ça uniquement dans la capitale anglaise. En plus de ça, les gins créés artisanalement par les citoyens anglais sont souvent nocifs pour la santé. Ils provoquent des ravages au sein de la population. C'est une sorte d'épidémie d'ivresse qui provoqua un retour de flamme envers le gouvernement, une indignation morale. La panique s'installe au Parlement anglais, si bien que rapidement des mesures restrictives sur la production et les méthodes de distillation sont prises. Beaucoup de citoyens effectueront des distillations clandestines. Certains historiens comparent la gin craze aux guerres modernes contre les narcotrafiquants. C'est donc en 1761 qu'apparaît la charte de qualité de production du gin anglais. Dorénavant, il est appelé le London Dry Gin. Au XIXe siècle, on fait face à une maladie communément appelée la malaria dans les colonies. L'eau tonique composée de quinine et étant très amère était utilisée comme remède à cette maladie. Au même moment, passant de l'alcool de bouche plutôt populaire à un alcool plus noble au début du XIXe siècle, le gin rendait plus facilement à consommer l'eau tonique. On arrive dans son utilisation dans un cocktail plus que populaire aujourd'hui, le gin tonic. C'est un peu les gestes barrières de l'époque, on se protège de la maladie tout en buvant un coup. Au XXe siècle, le gin arrive en Amérique et conquiert totalement le marché clandestin, durant cette drôle de période que nous nommons la prohibition. Car à l'époque, la qualité du whisky clandestin laissait à désirer, ce qui força les irréductibles à importer des alcools étrangers de meilleure qualité. Dès la fin de la prohibition en 1933, les bouteilles de gin ornaient déjà tous les bars des États-Unis. Il faut savoir que le gin est actuellement un des alcools blancs les plus consommés au monde. On va maintenant passer sur les détails importants à savoir sur le gin. Aujourd'hui, il existe des tonnes et des tonnes de marques de gin réparties dans deux principales variétés. Le Genever, gin hollandais ou belge, qui est obtenu par la distillation de céréales, seigle et maïs fermenté, puis redistillé avec l'ajout d'aromates. Fait un peu comme on veut là, c'est baies de genièvre, réglisse, anis, cumin, coriandre, fenouil, lavande, etc. La composition varie selon les marques. Et nous avons la deuxième catégorie, le London Dry Gin, le gin anglais. Alors ce gin n'est pas nécessairement élaboré à Londres contrairement à son appellation. À savoir qu'en Angleterre, les distillateurs n'ont pas le droit de composer eux-mêmes leur alcool de grain. On leur donnait donc un alcool de base qui servira à l'élaboration. Les producteurs ont le choix d'effectuer une deuxième distillation, le distilled gin, où ils avaient une deuxième méthode en mélangeant des aromates et de l'eau distillée.
donc le London Dry Gin. À ces deux variétés sont reliés différents styles créés par toutes les marques en fonction de l'aromatisation, de la distillation et de la macération. Nous distinguons donc le Plymouth Gin, distillerie de Plymouth qui détient le droit unique sur cette appellation, le Old Tom Gin, il est l'ancêtre du Dry Gin. Il était populaire au XVIIIe siècle car plus doux, plus sucré et avait plus d'arômes, donc on pouvait le boire pur. Le Yellow Gin, qui est un gin qui a séjourné plusieurs mois en fût de chêne, on le démarque par sa couleur au reflet jaune si particulier. Le Cork Gin, donc c'est l'appellation d'un gin irlandais, le Pink Gin qui est une nouveauté, on y ajoute des framboises et des fraises pour avoir une teinte unique. Le Pimm's No. 1, c'est un gin londonien datant de 1840 où les distillateurs ont ajouté du caramel, de l'essence d'orange et des plantes en cocktail. Et enfin nous avons le Slow Gin, qui est une liqueur de gin infusée avec des prunelles. Et tout cela réparti dans ces marques. Beefeater, Bombay Sapphire, Booth, Giblet, Gordon, Old Tom Gin, Plymouth, Tanqueray, Madison Gin et Hendrix. Pour n'en citer que quelques-unes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gin, c'est un alcool qui, on dirait, a été pensé pour les cocktails. Il passe tellement bien dans plein de cocktails, je peux vous en citer quelques-uns, le gin tonic et ses variantes, le Tom Collins, le gin fizz ou le Blue Lady. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches sur internet et à les essayer chez vous. J'espère que ce premier épisode de l'histoire d'un alcool vous a plu. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur like et dites-moi en commentaire le prochain alcool que vous aimeriez voir dans cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!